Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Depuis plus de 20 ans, des partis d'extrême droite émergent et gagnent en popularité dans quasiment tous les pays européens. L'ascension de ces partis, généralement populistes, est particulièrement fulgurante, comme on peut le voir aujourd'hui en Italie, en France, en Hollande, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, etc. L'immigré, généralement noir et arabe, est pointé du doigt. Il est l'envahisseur, il est celui qui vient prendre le travail de l'Européen, il est celui qui vient profiter des prestations sociales, il est celui qui vient faire le grand remplacement. Dans le même temps, des milliers d'Africains, pour la plupart victimes des passeurs sans scrupules, tentent de gagner l'Europe, une Europe qui ne veut plus d'eux. Les moins chanceux meurent dans le désert. Pour les uns, se noient dans la Méditerranée pour d'autres, quand ils ne finissent pas esclaves en Libye. Mais comment arrêter le drame migratoire? Comment arrêter l'hémorragie? Comment garder les jeunes Africains à la maison? Quelle doit être la réponse de l'Afrique au repli identitaire de l'Europe? Trois invités. Avec moi pour en parler, Nicolas Agboou. Vous êtes professeur des universités, auteur de plusieurs livres, dont, entre autres, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, celui-ci que j'ai entre les mains, et votre dernier livre, en date a pour titre Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains, publié aux éditions Solidarité mondiale. Dans ce livre, professeur, où vous proposez des solutions pour l'émergence de l'Afrique, vous suggérez la solution anthropologique. Il faut, dites-vous, dans ce livre, la résurgence du passé glorieux de l'Afrique, afin que nous sachions qui nous sommes. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci. D'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Invitation. Thierry Mouelet II. Vous êtes directeur conseil en management stratégique, professeur de stratégie des organisations et d'économie internationale dans de grandes écoles et universités aussi bien en Europe comme en Afrique. Et vous êtes par ailleurs écrivain, auteur vous aussi de plusieurs livres, dont celui-ci, Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage dans le pharaon inattendu, ou encore celui-ci. C'est un recueil de poèmes, Le souffle des saisons, un recueil donc de poèmes, les deux publiés aux éditions Ekima Média. Merci Thierry Mouelet II d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard, merci de m'avoir invité. Jacques Brice Momnougui, vous êtes avocat au barreau de Bordeaux en France et au barreau du Cameroun. Vous êtes par ailleurs le président du Centre de résolution préventive des conflits pour l'Afrique, CEREC Africa, grand connaisseur du jeu politique en Afrique et aussi grand observateur des grandes mutations qu'a connues le continent ces 30 dernières années. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager notre réflexion. Professeur Nicolas Agboou, commençons par vous. Le repli identitaire que j'évoquais tout à l'heure a deux versants. Un versant, du moins la montée des extrêmes en Europe a deux versants. Un premier versant qui est donc le repli, un deuxième versant qui est donc économique, où ils ne veulent plus de l'Europe et de la mondialisation, etc. Mais ça ne nous regarde pas, on reste sur le versant identitaire. Pendant des siècles, on nous a dit que nous n'avons pas de culture, que nous n'avons pas d'histoire, que nous sommes des barbares, que Dieu n'a pas pu mettre une âme en nous. Et on nous a appris à parler, ils nous ont appris à parler leur langue. Ils nous ont appris à réfléchir comme eux, à nous habiller comme eux, à penser comme eux. Et certains sont tombés dans le piège et ont commencé à se détester. Beaucoup parmi nous se détestent et renoncent à leur tradition, à leurs racines. Et aujourd'hui, on nous dit, vous êtes trop différents. Ne venez pas nous envahir. Ne venez pas vous mélanger à nous. Nous voulons rester entre nous, Européens, fidèles à nos racines et à notre identité. Professeur, du haut de votre âge, nous, qui sommes-nous? Comment est-ce que vous nous voyez?
Bien, merci. Merci d'avoir posé cette question. Ça demande un véritable cours d'anthropologie. C'est sûr. Mais, compte tenu du temps qui nous est imparti, très court d'ailleurs, on ne peut que survoler et rappeler aux Africains que l'homme est descendu sur la terre pour la première fois en Afrique noire. Et j'insiste sur le mot noir. Ça, aujourd'hui, avec l'explosion de l'Internet, des réseaux sociaux, tout le monde le sait maintenant. Et l'homme de référence, c'est Cheikh Anta Diop. C'est ça. Il l'a mis sur la place publique, surtout à la conférence du Caire, que la brillante civilisation mondiale dont tout le monde a bénéficié, qui l'a inventé? La conclusion, on le sait, ce sont les peuples noirs, venus de l'Afrique noire. Autrement dit, que ce soit l'écriture, les brillantes disciplines, les plus ardues, dont les mathématiques, la physique, tout ça, ça a été l'œuvre des peuples noirs. Et c'est en Afrique noire que les autres peuples, dont les peuples européens, sont venus apprendre. Apprendre auprès de qui? Auprès des professeurs noirs qui les ont instruits. Parce qu'ils ne savaient même pas lire et écrire. Il faut qu'on le dise. Ils ne savaient pas lire et écrire. Ce sont les peuples noirs qui leur ont appris à lire et écrire. Même au niveau de la religion, c'était, comme on dit, ils faisaient le paganisme. Ce sont les peuples noirs qui ont inventé le monothéisme, c'est-à-dire le fait de croire en un Dieu unique. Il faut que les Africains le sachent. Même la Bible a été blanchie. C'est vrai. On le sait maintenant. On le sait maintenant. On le sait maintenant. Il suffit simplement, à l'instant où nous parlons, d'aller même sur Internet, vous cherchez la Vierge noire. Tout va sortir. Ici, en France, partout, que ce soit à Chartres, personnellement, je suis allé voir. Et dans plusieurs cathédrales, la Vierge noire est bien représentée avec son enfant, c'est-à-dire Jésus, etc. Donc, ce que nous sommes en train de dire, comme Cheikh l'a très bien démontré, si l'homme noir n'était pas sorti de l'Afrique pour aller, je dirais, peupler le reste de l'humanité, toute l'humanité serait monocolore, c'est-à-dire noir. Tout le monde serait noir. L'homme blanc est sorti du noir. Ça, c'est scientifiquement démontré maintenant. Donc, il n'y a même pas de débat. Mais ce que nous voulons dire, c'est la générosité légendaire des Noirs qui, malheureusement, a été à la chute des peuples noirs. Parce qu'au moment où on les a civilisés, je pèse les mots, eux, quand ils sont rentrés chez eux, donc de l'Afrique, en Europe, ils ont pu prendre, par exemple, l'arme à feu, et ils ont pu développer, et ils sont venus renverser les peuples noirs pour les rendre esclaves. Mais et ils ont réussi, professeur, ils ont réussi à nous amener, à nous détester, à renoncer à qui nous sommes. C'est ça, justement. Donc, pendant des siècles, ils nous ont mis en esclavage et ils ont intégré leurs forces et valeurs dans notre subconscient au point que l'homme noir, hélas, 1000 fois hélas, arrive aujourd'hui à se détester. Et dans la nouvelle civilisation que nous voyons aujourd'hui, eh bien, tout naturellement, parce que d'abord, il faut rappeler, sans aller trop loin, aujourd'hui où nous parlons, c'est eux, les mêmes blancs, qui se sont levés pour aller conquérir le reste de l'humanité avec les armes. Bien. Donc, le repli identitaire dont on parle, ce n'est rien d'autre que la conséquence logique de leur conquête. C'est-à-dire,
c'était entre eux les Blancs. Ils allaient conquérir l'Afrique et tout le reste. Maintenant, les conséquences, c'est logique. On voit bien même ceux qui ont été mis en esclavage, qui ont été colonisés et qui maintenant retournent vers leur maître. Un petit pays comme la Belgique, qui a pu prendre la RDC, un grand pays, comme étant la propriété privée des roi, etc. Aujourd'hui, tout le monde, tous ces Congolais-là, ils vont vers la RDC. Tous les pays francophones, ils viennent vers la France, et ainsi de suite. Et ils se rendent maintenant compte que s'ils ne font pas attention, ils vont être non seulement minoritaires chez eux, mais ils risquent d'être même colonisés. C'est ça la crainte aujourd'hui. C'est ça qui leur fait parler effectivement du grand rassemblement. Voilà. Donc nous disons aux Africains d'aujourd'hui, sans trop rester passéistes, d'observer simplement et voir que l'Europe, pour ne pas dire même l'Occident de façon générale, on assiste à l'effondrement de l'ordre économique. C'est-à-dire, ici et maintenant nous parlons, parce qu'ils ont imposé un modèle économique. Le libéralisme. Regardons froidement, mais je dis froidement, le cas de la France. Je viens même de vérifier, tout de suite, et les autres peuvent vérifier. Quand vous regardez les chiffres, eh bien, par exemple, en 2021, eh bien, il y avait en France 3 500 000 entreprises ayant 0 salarié, c'est-à-dire qui n'embauchent personne, sur un total de 4 500 000, soit un pourcentage de 77% des entreprises qui n'embauchent personne. Ça, c'est déjà un. Maintenant, les entreprises qui embauchent entre 1 salarié et 9 salariés, eh bien, il y a 1 300 000, c'est-à-dire à peu près 22%. Quand vous prenez 77% et 22%, ça fait 99%. Voilà un modèle qui est conforme à leur égoïsme culturel, puisque eux... Donc, vous êtes en train de nous expliquer, professeur, que ce n'est pas ce que nous trouvons attractif aujourd'hui, ce que l'Afrique trouve attractif aujourd'hui, en tout cas, ne l'est plus vraiment, et qu'au fond, il faut commencer à trouver d'autres solutions, oui, mais... y compris des solutions locales, plutôt que de continuer à admirer, à vouloir venir en Europe. Et pour justement voir ça, puisque je parle d'un effondrement et de la pensée économique, oui, puisqu'ils sont en train de diffuser ça à travers le monde. En contrepartie, à l'opposé, regardons le cas de la Chine. La Chine, avant 1949, était moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Et ils étaient sous la direction des gens comme les Chiang Kai-shek qui étaient conseillés par les Américains. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont pu asseoir solidement un modèle socio-économique avec une banque centrale chinoise qui appartient à l'État chinois. Et ici et maintenant où nous parlons, la Chine, c'est au minimum 1,4 milliard de personnes, mais qui est assis sur le toit du monde? C'est la Chine. C'est la Chine qui finance le monde entier, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Et là, vous nous amenez déjà... À commencer à financer l'Union européenne. Absolument, en partie, bien sûr. Et quand vous regardez les entreprises chinoises, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui embauchent au minimum 500 000 personnes. La question, elle est claire. Ici, votre réponse, elle est claire. Voilà, ici, nous rappelons avec force, ils sont partis avec les modèles de privatisation des entreprises en Afrique. C'est aux Africains de regarder froidement comment vous sortez du village ayant hérité de la pauvreté socio-économique de vos parents. Vous n'avez rien. Et on vous livre à vous-même, on vous dit de faire la concurrence avec les entreprises occidentales, etc. C'est pas tenable. Les Chinois n'ont pas
ils n'ont pas du tout approuvé ça. Et ils ont pu asseoir les grandes entreprises. Ce que je suis en train de dire, la privatisation, autrement dit, le fait même d'avoir les moyens de production des richesses confisqués par une minorité, ça ne peut que déboucher sur les crises socio-économiques négativement dynamiques contre les populations africaines. C'est très important, Donc, professeur, ce que vous dites. Les États africains doivent prendre conscience de ces conséquences-là et dire, nous allons remettre au cœur de l'économie nos États. Ce ne sont pas les sociétés d'État, sinon les sociétés publiques qui sont en cause. Mais c'est plutôt la gestion rigoureuse de ces sociétés, de ces ressources. On répète à satiété. On est déjà dans les solutions, professeur. Là, vous êtes en train déjà d'esquisser les solutions. On a bien compris le diagnostic que vous faites. Il est double. Au fond, ceux qui se replient sur eux ne sont véritablement pas aussi attractifs que ça, parce qu'ils mettent en œuvre un modèle qui a fait ses preuves et qui, au fond, a échoué. Donc, il ne faut pas les imiter. Et deuxième pan, il faut plutôt orienter la réflexion vers l'adaptation, ou du moins l'invention de nos propres modèles, axés sur la gestion de nos propres ressources. La gestion rigoureuse, avez-vous précisé. On va donc avancer avant de revenir, d'approfondir les réponses telles que vous les évoquez, professeur Thierry Moëllet II. Alors, la crise qui nous rassemble, la problématique, on va dire, qui nous rassemble autour de cette table est née à un moment où, sur le continent, naît un mouvement, un sentiment, c'est à tort ou à raison, moi j'en sais rien, le rejet du néocolonialisme. Il y a sur le continent ce mouvement-là aujourd'hui, notamment chez les jeunes qui ne veulent plus du néocolonialisme, et les jeunes leaders, les jeunes chefs d'État qui ne veulent plus des rapports asymétriques qu'on leur a imposés depuis 60 ans. Et voilà que, en face, en Europe, les peuples, puisqu'on nous dit que c'est un mouvement populaire, qu'aujourd'hui les votes pour l'extrême droite, c'est un vote d'adhésion et non un vote de sanction. Donc, ok, les peuples européens ne veulent plus des étrangers, ne veulent plus des immigrés, ils ne se sentent plus chez eux, ils se sentent étrangers chez eux. Est-ce que finalement c'est un moment charnière où doit émerger une nouvelle réflexion, de nouveaux paradigmes chez nous, en Afrique? Je pense que le problème avec les terminologies qui sont utilisées est un peu plus complexe. C'est-à-dire quand on dit qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent plus, c'est comme s'ils voulaient avant. Quand on parle de néocolonisation, c'est comme si en fait il y a une rupture dans la chaîne coloniale. C'est ça. En réalité, il n'y en a jamais eu. Depuis l'invasion des Arabes, depuis le 7e siècle, 8e siècle, l'Afrique, normalement, ploie sous une déferlante qui travaille sur la niantisation, n'est-ce pas, de son identité. Et ça date depuis les Arabes. Les Européens sont arrivés au 14e, 15e siècle. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de rupture. Donc quand on parle de néocolonisation, c'est comme si on partait sur une nouvelle colonisation, alors qu'en réalité, c'est une colonisation permanente. Donc, il n'y a pas de rejet. En fait, c'est une résistance qui date au minimum de 2000 ans et qui aujourd'hui a un regain, n'est-ce pas, d'énergie, une nouvelle vague. C'est une espèce, n'est-ce pas, de course de relais. Les aînés ont mené cette résistance avec des résultats plus ou moins fructueux. La jeune génération aujourd'hui, grâce à la circulation de l'information, grâce à la circulation, n'est-ce pas, de la connaissance, ont eu accès aux forces et aux faiblesses à l'intérieur, n'est-ce pas, de nos micro-nations ou même de nos nations qu'on appelle aujourd'hui les États. En réalité, les États africains n'existent pas. Dans le sens réel de ce que l'État, c'est d'abord une structure de souveraineté. À quel moment l'Afrique subsaharienne, pour ne parler que d'elle, a-t-elle été souveraine pour poser les questions de toutes les structures qui accompagnent la souveraineté d'un État?
J'aime bien avoir en face de moi le professeur Gourou qui a montré dans ses travaux, et j'ai accompagné certains de mes étudiants dans ces recherches-là, que la première structure principale d'un État, c'est d'abord sa capacité à pouvoir générer la richesse et la faire circuler via les moyens de paiement qu'on appelle la monnaie. Donc, la monnaie permet d'autonomiser, n'est-ce pas, les structures étatiques. Or, si vous n'avez pas votre monnaie, quelle est la vision que vous pouvez avoir de votre développement? Si vous n'avez pas votre propre conscience de ce que vous pouvez transformer l'économie, appelons ça quoi, basique, en économie industrielle, comment vous allez le faire? Donc, le problème que vous posez aujourd'hui de repli identitaire en Europe, en fait, c'est un cache-sexe. Depuis toujours, l'Europe, et ce n'est pas moi qui le dis, est un espace structurellement raciste. Ce n'est pas moi qui le dis. L'ancien président français Sarkozy l'a dit. C'est connu. Dans des vidéos qui circulent. Il dit que c'est le continent qui est le plus violent, le plus barbare. Le plus barbare. Et qui, donc, ce que nous voyons là, même l'acte colonial est un acte raciste. Parce qu'on suppose d'abord que moi qui viens vous civiliser, en réalité, j'aime à dire qu'on ne peut pas civiliser le civilisateur. Parce que c'est l'Africain qui est le civilisateur. Comment on vient déstructurer ce qu'il a donné comme schème de connaissances au monde et lui apporter un nouveau substrat, c'est-à-dire des nouveaux éléments qui permettent d'épouser une nouvelle nomenclature qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est. Donc c'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Les Africains d'aujourd'hui disent, nous continuons, nous prenons le relais de tous nos héros depuis la plus haute antiquité. Parce que dans nos discussions, je vous ai souvent dit que ce n'est pas aujourd'hui qu'on rencontre les Européens. Dans l'histoire très ancienne de l'Afrique, et je trace 12 000 ans d'histoire dans ce livre. Dans Historiographie africaine. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre d'où viennent les problèmes. Les problèmes commencent d'abord par la rencontre avec l'autre. Depuis les Ekao Hassut, que les Grecs appelaient, ou bien la nomenclature moderne appelle les Ixos, ben, ils sont toujours venus en Afrique nous envahir. Mais l'Afrique, unie avec, par exemple, le pharaon Iamès, a pu reconquérir la totalité de son territoire et c'est l'Afrique unie qui arrive toujours à repousser les envahisseurs. Donc la réponse au problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Donc est-ce que l'Afrique est suffisamment structurée aujourd'hui pour commencer sa redéfinition de sa cosmogonie, c'est-à-dire sa vision du monde, et à partir de là, quand on a une vision du monde, ça veut dire qu'on a l'autonomie de penser. Mais est-ce que l'Africain aujourd'hui a l'autonomie de penser? Bonne question. Donc c'est pour cela que nous sommes en train aujourd'hui de produire tout ce que nous produisons pour qu'après notre génération, les enfants qui arrivent puissent avoir des matériaux pour continuer le combat de la libération. Parce que c'est une colonisation permanente. Il n'y a pas de néocolonisation. Bonne question, bonne interrogation que vous soulevez, mais je tiens quand même à rappeler, si vous voulez, le thème, le concept néocolonialisme est né du malentendu des années 60, où on nous a dit que nous sommes indépendants, où on a dit aux États africains, à partir de maintenant, vous êtes souverains, il n'y a plus de colonisés. Vous avez un poème il y a plus de... qui s'intitule C'est pour ça. Absolument. On n'aurait pas dû. C'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme, mais on est tout à fait d'accord. Il faut changer le vocabulaire. Maître Brice Jacques Momonougui. Il dit résistance. Thierry Moilet dit résistance, parlant de l'Afrique. Mais est-ce que finalement, aussi, et le but de cette émission, ce n'est pas de faire le lit des extrêmes droites ou du racisme ou du nouveau fascisme? Non. Est-ce que finalement, il ne doit pas aussi s'organiser ici une forme de résistance des Africains, de la diaspora, résistance intellectuelle, résistance conceptuelle. Ceux qui sont ici, qui travaillent ici, qui sont devenus européens, qui ont fait des enfants ici, des enfants qui sont scolarisés ici. Lionel Jospin aimait dire on est originaire du pays de son enfance. Voilà qu'il y a aujourd'hui des gens qui vous disent oui, vous êtes européen, mais pas tout à fait. Est-ce que aussi la résistance ne doit pas passer par le fait qu'on dise à nos enfants que être noir, être juif, être métis, être arabe n'a aucune espèce d'importance, que nous sommes aussi citoyens à part entière de ces pays, qu'ils le veuillent ou non, ils devront compter avec nous. Est-ce que la résistance ne doit pas aussi passer par là?
Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité et je salue l'intervention des panélistes qui m'ont précédé, qui ont touché le point sensible, tant que ce soit les sources, également les sources historiques. Et j'ai beaucoup apprécié les expressions de colonisation permanente et de résistance permanente. En réalité, je pense que c'est une très bonne analyse qui mérite d'être beaucoup plus approfondie et diffusée. En ce qui me concerne, je pense que l'être humain se caractérise par deux... On pourrait dire qu'il y a un schisme, mais ce n'est pas un schisme en fait. Lorsqu'on dit qui je suis, même dans la langue africaine, vous devez donc vous présenter au monde. Oui. Mais vous vous présentez au monde de deux manières. Il y a ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que je suis, c'est ce que vous sentez être. Il y a ce que vous devez exposer au monde. Oui. Et la réalité de l'Africain, c'est que du fait de son histoire, parce que moi j'appelle tout cela l'histoire. Le continent a été plusieurs fois pourchassé, asphyxié, mais parce que nous avions des ressources, parce que c'était le continent mère, parce que les gens ont voulu y vivre. C'est l'histoire. Et cela a perturbé de manière très forte ce que nous devons présenter aux autres. Et c'est ce que nous devons présenter aux autres est venu également perturber ce que nous sommes. Oui. Lorsqu'un Africain, par exemple, moi dans mon peuple, d'où je suis originaire, le peuple Bassa, lorsqu'on donne un nom à une fille, on met toujours le préfixe Ngo devant NGO, qui voulait dire la fille de. C'est ça. Mais dans les années 60-70, beaucoup de parents ont enlevé ce préfixe parce qu'ils ont considéré qu'il fallait qu'ils rentrent dans la mouvance, qu'ils soient hors de leur culture originelle. Et la réalité d'appartenir, de devoir présenter autre chose de ce qu'on est, pour plaire au maître, pour s'en sortir, lorsqu'on devient musulman parce qu'on a massacré toute sa famille, ou chrétien parce qu'on a massacré tout son village, c'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. On doit donc présenter une certaine image à l'oppresseur. Et en voulant la présenter, on modifie nécessairement son moi intérieur. Donc la réalité pour moi aujourd'hui, après cette résistance permanente, cette colonisation permanente, je reprends cette expression à mon compte, c'est de retrouver, à mon avis, avant d'arriver à la citoyenneté, qui est une autre question, qui est la même question, celle que vous posez. Oui, parce que vous êtes parce que avocat. La citoyenneté, vous êtes avocat en France, vous avez étudié en France. Bien sûr, la citoyenneté se pose de manière légale, comme l'appartenance à une nation, comme l'appartenance à une cité. Une cité. Bon, mais la réalité, c'est que l'appartenance suppose d'abord que l'on sache qui nous sommes et que l'on accepte ce que l'on nous présente. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui pour l'Africain, c'est qu'il est complètement perdu en réalité. Oui. Puisque nous ne parlons plus ou très peu nos langues africaines, oui. Ce qui fait que dans un plateau comme celui-ci, nous sommes obligés de nous exprimer en langue française, oui. Donc nous ne pouvons rien nous dire sous le secret, puisque de manière évidente, nous parlons une langue qui n'est pas celle de nos ancêtres. Bon, c'est une langue que nous utilisons, que nous aimons bien. À la limite, on n'a rien contre la langue. C'est quand même, oui, mais bon. C'est pas anodin. C'est pour dire que même notre façon de réfléchir, Mongo Betty disait, lorsqu'on lui demandait s'il était un écrivain francophone, qu'il n'était pas un écrivain francophone, parce qu'il considérait qu'il écrivait en français, mais qu'il pensait d'abord en langue Betty. C'est ça. Ce que je pense. Voilà. Donc en réalité, nous avons ce problème. Nous nous exprimons, nous manipulons, nous avons appris et nous avons intégré une culture au forceps que nous devons, avec laquelle nous sommes obligés d'exister, sans qu'elle soit toujours compatible avec ce que nous sommes, le moi intérieur. C'est ça. Maintenant, sur la citoyenneté et vous finirez là-dessus. Sur la citoyenneté, oui, tout à fait. Sur la citoyenneté, nous, les personnes, d'un point de vue purement juridique, c'est ça. N'oublions pas que les personnes qui sont aujourd'hui les citoyens français ou citoyennes françaises ou d'autres pays n'ont rien à craindre parce que la loi n'est pas rétroactive. Mais la question se pose du point de vue juridique. Voilà, tout à fait. La question, c'est la perception qu'on a de nous et de nos enfants mais cette perception, qui sont nés ici, qui sont différents et à qui on dit vous n'êtes pas suffisamment français, vous n'êtes pas suffisamment allemand. Je vous reporte. Oui. Je parle du moi intérieur. C'est ça. L'on peut me dire que je ne suis pas noir. Si je me sens noir, ça ne changera absolument rien. Voilà la réponse que je vais vous faire. C'est quel moi intérieur voyons-nous lorsque nous sommes devant le miroir? Comment je me vois? Ce n'est pas comment on me perçoit. C'est ça que j'ai envie de dire à cela. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour approfondir notre réflexion. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à la réflexion que doit avoir aujourd'hui le continent. À un moment, le continent africain, à un moment où les pays européens sont en train de manifester une forme de repli identitaire avec la montée des extrêmes droites, des partis populistes. Mes trois invités sont toujours avec moi et je vous en remercie. Professeur, commençons cette partie par un chiffre ou des chiffres. Ils sont publiés par la Tribune Afrique en novembre 2023 et ça traduit un paradoxe qui peut indigner. Le PIB de l'Afrique subsaharienne va doubler entre 2022 et 2040 pour atteindre 4 500 milliards de dollars. Il est aujourd'hui de 2 000 milliards de dollars. Les économies africaines sont aujourd'hui les plus dynamiques du continent, notamment les économies de l'Afrique de l'Est qui vont connaître une augmentation du PIB de 193% d'ici 2040. Professeur Agou, nous avons évoqué un certain nombre de malentendus entre l'Afrique et le reste du monde dans la première partie de notre émission. Quand on voit l'immense capacité, l'immense potentialité du continent en termes de ressources naturelles et qu'on voit la pauvreté qui y règne, est-ce que là aussi, ça ne vient pas d'un autre malentendu qui est celui que on nous a dit que nous sommes en retard et on ne nous a jamais dit par rapport à quoi? Nous sommes en retard, vous avez un retard rattrapé et nous sommes la référence. C'est nous que vous devez rattraper. Et comme on n'a pas bien défini les modalités, nous sommes aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, à courir encore après des gens qui ont adopté un modèle qui a échoué. Comment on règle d'abord la question, je reviens d'abord sur la question du drame migratoire avant la question de la réponse politique, avant la réponse économique. Pourquoi, professeur, comment voyez-vous le fait que depuis des années, il n'y a jamais eu un sommet africain sur le drame migratoire qui fait noyer des Africains dans la Méditerranée ou qui fait mourir des Africains dans le désert? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, là maintenant? Ce n'est plus une histoire de dans 5 ans, dans 10 ans. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, nos frères et sœurs sont en train de mourir dans la Méditerranée. Il y en a qui sont en train de périr dans le désert. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu un sommet africain sur la migration pour arrêter ce drame? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, tout de suite, professeur? Bien, merci. Le problème qui est posé aujourd'hui, oui, c'est l'état de conscience des dirigeants africains. Je m'explique. Il faut le sens de l'honneur et de la dignité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour développer un pays? Il faut les ressources qu'on appelle les matières premières. L'Afrique a toutes ses matières premières. Il faut une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre est pléthorique en Afrique. Le territoire, quand on prend même l'Afrique, quand on prend en termes de superficie, l'Afrique peut absorber la Chine, peut absorber les États-Unis, etc. 30 millions de kilomètres carrés. Voilà, 30 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de chercher les solutions à l'extérieur, il faut que les dirigeants africains et les dirigeants du continent africain acceptent, je dis bien acceptent, le sens de l'honneur et de la dignité et dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir développer nos pays. Et garder les jeunes à la maison. Et non pas attendre que le développement vienne de l'extérieur. C'est cette question essentielle qu'il faut poser. Donc, la réponse à cette question, elle existe. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler. Mais à l'échelle planétaire, dans tous les pays dits développés, il y a une solution et une seule. Que les Africains ne veulent pas comprendre et mettre en application. C'est l'industrialisation. C'est-à-dire
transformer toutes les matières premières, qu'elles soient agricoles, minières, minérales et énergétiques. Ça, vous le pour dites les toujours, transformer c'est important. en Afrique même en des produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse, lesquelles richesses éliminent la pauvreté. Si les dirigeants africains font ça, tout naturellement, aucun Africain n'aura même le courage De partir. d'aller se rendre ridicule pour aller mourir dans les océans, dans le désert africain, se faire esclaves volontaires. C'est parce qu'ils sont désespérés, ces jeunes-là, Oui. qu'ils vont de façon stoïque se livrer à la mort. Donc les premiers responsables aujourd'hui de tout ça, ce sont les dirigeants africains qui acceptent d'ouvrir les veines de leur pays à l'ennemi sempiternel. J'insiste sur le mot sempiternel, parce que l'ennemi n'a jamais changé. Lui, C'est c'est ce ça, que monsieur. Le jeune frère, Moi, de parler de lui, colonisation n'a jamais permanente. changé. Il change de stratégie. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir qui naît avec les États du Sahel, qu'on appelle l'AES, Alliance des États du Sahel. Comme toujours, ils voulaient procéder à la violence pour annexer le Niger. Et comme par enchantement, le Mali et le Burkina ont dit, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez, donc nous rentrons immédiatement en guerre. Pourquoi la guerre n'a pas eu lieu? C'est parce que l'État, enfin, la France, pour ne pas masquer son nom, et derrière la France, donc l'OTAN, ont compris que s'ils attaquent effectivement le Niger et que le Mali et le Burkina Faso rentrent en guerre, derrière il y a qui? Il y a la Russie. Et par la suite, au nom de la solidarité, il y aura la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, etc. En un mot, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Donc, ils ont temporisé. Je dis bien temporisé, je n'ai pas dit qu'ils ont renoncé. Parce que ici et maintenant où nous parlons, ils sont en train d'avoir une stratégie dans d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, qu'ils sont en train de transformer en une base arrière pour attaquer le Burkina et par la suite le Mali et du Niger, etc. En un mot, ils veulent démanteler le Sahel. Ça veut dire quoi? La solution, elle est visible, s'impose d'elle-même. Tous ceux qui prennent actuellement le pouvoir d'État, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, que ce soit un peu partout, et tout récemment, je dirais même au Sénégal, puisque nous avons un problème d'insécurité à travers ce qu'ils appellent les rebelles ou bien, comme on appelle, les terroristes, parce que ça sont des stratégies mises en place. Il faut sécuriser le pays. Et pour sécuriser immédiatement le pays, car c'est une occasion unique qui nous est donnée, c'est de rentrer immédiatement dans l'AES. Ne serait-ce qu'à défaut d'une fédération, je dis bien à défaut d'une fédération, faire une confédération militaire pour dire, eh bien, nous passons des accords de confédération militaire avec l'AES. Ça veut dire quoi? Quiconque s'attaque à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Et derrière nous tous, il y a la Russie, la Corée du Nord, la Chine et tout le reste. Parce que c'est ça qu'on appelle le nouvel ordre. Dans le cadre d'un partenariat équilibré, bien entendu. Oui, mais les mots équilibrés, tout ça, pour moi, ce sont des... Parce que les Africains, ils aiment les nouveaux mots. Oui. Et partenariat équilibré, oui, et Paris gagnant-gagnant, oui. Et il faut nous respecter. Pour ne pas quitter le lot et se jeter aussi dans la gueule de voilà, l'Union aussi. Tout ça, professeur. Tout ça, c'est compliqué. Ici, nous sommes en train de regarder, mais avec sérieux. Je prends le cas du Sénégal, avec les Ousmane Sonko, Bassirou Souma et Faye, tout ça. On les regarde, on pose la question à ces jeunes dirigeants, à ces nouveaux dirigeants du Sénégal. Est-ce que oui ou non vous rentrez dans l'AES? Quelle est la réponse? Il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour?
ils s'en vont faire la cour à l'ennemi sempiternel. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux uns et aux autres, quiconque, à l'instant où je vous parle, quiconque s'amuse à trahir les intérêts vitaux de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, ces gens-là seront balayés. Il faut que dès maintenant, ils retiennent ça. Parce que les nouveaux Africains ont compris que leur salut n'est pas à l'extérieur. J'insiste. D'ailleurs, l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Parce que c'est pour ça qu'on se fait cette trouvent émission. toutes les richesses. Ces richesses ne demandent pas autre chose que d'être transformées et profiter au reste de l'humanité. On nous a parlé des valeurs que draine, comme on appelle, l'Occident ou bien, etc. Exemple, on prend le problème de la démocratie. C'était, pour les Africains, c'était vraiment la valeur. Mais on se rend compte avec le temps que ce n'est qu'un leurre. Pourquoi? Merci. Parce que ces pays occidentaux ont des relations solides avec les monarchies arabes, qui sont très riches. Ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, à défaut d'être bien encadrés, ces jeunes Africains sont presque perdus. Ils s'en vont voir l'ordre moral, ils s'en vont épouser l'ordre moral de ces Occidentaux. Quand je dis l'ordre moral et culturel, parce que le blanc, ou bien pour parler en termes scientifiques, le leucoderme, il est homosexuel, l'Africain va être homosexuel. Non, bon, enfin, Mais non, tout on n'a ça, pas de jugement de je dis, valeur à porter sur eux. L'éducation. Absolument. Il faut une éducation solide, parce que c'est l'Afrique qui est la matrice de l'humanité. Absolument. Lorsqu'on dit, si on veut se référer à des versets bibliques, etc., que Dieu a créé Adam et Ève, pourquoi Dieu n'a pas créé Adam et Jean, c'est-à-dire 2 hommes? Pourquoi il n'a pas créé 2 femmes? Le message, il est etc. clair, professeur. Donc, nous sommes en train de dire, aujourd'hui, où nous parlons, au moment où on parle du changement des sexes, les transgenres, tout ça, ça, c'est la perdition. Nous qui sommes responsables de l'humanité, nous, les Africains, nous avons un devoir. Professeur, on va faire attention pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Nous vivons en France, il y a la loi sur... Bon, d'accord, si vous voulez, on peut Excusez-moi. tout ça, mais nous parlons de façon sérieuse oui. aux Africains Oui. pour dire l'avenir de toute l'humanité se repose dans les mains des Africains. Donc, les Africains n'ont pas le droit... Et dans l'unité des Africains. C'est Oui, ce à quoi non, vous mais appelez. comment y parvenir? Ça, c'est une solution. Mais ce que je suis en train de dire aux Africains, que toute l'humanité repose, l'espoir de toute l'humanité repose sur les Africains. Donc, les Africains n'ont pas le droit de se perdre dans des valeurs Merci. qui leur sont étrangères et étranges. Merci, professeur. Voilà. Merci, professeur. On va poursuivre la réflexion très rapidement avec, bien entendu, les éléments de réponse assez pertinents que le professeur a apportés. Thierry Moellet 2, Le souffle des saisons, Oui. un recueil de poèmes Oui. très bien écrit. Page 78, vous dites ceci dans le choix. Vous dites, 2 choix s'offrent à nous. Créateur, 2 choix s'offrent à nous. Je vous lis. Créateur des œuvres de l'esprit, porteur d'un loup et exaltant passé historique, travailler pour l'ivresse et la gloire du présent, jouir des merveilles hypnotiques d'un monde qui traîne dans son sillage des lustres, ou alors donner de la graine à planter dans le champ de la conscience, de l'entreprise et de l'amour des défis, graines que nos descendants récolteront en toute liberté, en toute fierté, irréversiblement grands d'eux-mêmes. Les prémices existent aujourd'hui, le Oui. socle existe. Oui. Ce que vous venez de dire, en fait, reprend l'idée développée tout à l'heure C'est par pour le ça professeur. Mais il faut restructurer les choses. L'avenir de toute nation se base sur la qualité de l'éducation, la qualité de la transmission, la qualité de la vision du monde. Si on est des États par procuration, si on est des nations hybrides
qui ont perdu le sens de la vision qui leur est propre, endogène. C'est ça. Comment peut-on se projeter dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants? Moi, j'ai des enfants. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je vais leur laisser comme héritage, comme outil de compréhension du monde. Vous allez voir du monde, un oui. autre poème qui est dans ce recueil, qui s'appelle « Les 7 torches de la vie ». Absolument, je l'ai lu. Et les 7 torches de la vie, je l'ai extrait du substrat culturel Sawa, du Cameroun auquel j'appartiens. Les mêmes Sawa se retrouvent au Sénégal, au Kenya, en Ouganda, au Zaïre, Congo, ce qu'on appelle Sawa aujourd'hui tout simplement le Muntu, l'homme. Donc tous ces éléments, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on peut faire toutes les guerres du monde. On peut se braquer contre le repli identitaire européen. Les Européens qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Oui, ils ont le n'est droit. pas pour nous de réagir à ce qu'ils pensent de nous, mais d'être nous-mêmes et de former la jeune génération à la captation et à la transformation des énergies et du potentiel que nous avons sur notre terre. Mais pour ça, il faut qu'on soit souverain. C'est pour cela que l'exemple de l'AES pris tout à l'heure parle. Pour pouvoir penser en toute liberté, il faut que j'ai des conditions d'homme libre. Mais lorsqu'on est dans une colonisation permanente, vous pensez selon la volonté et la circonférence dans laquelle on vous a cantonné. Donc vous ne pouvez pas sortir de là. Il faut donc couper le cercle et ouvrir, arriver à une, appelons ça quoi, une platitude du terrain qui permette de se poser et de voir loin. Mais lorsque vous êtes dans un cercle entouré des arbres, vous n'avez pas de vue sur le ciel, vous n'avez pas de vue en plongée, vous n'avez pas de vue en horizontale. C'est très intéressant. Vous êtes perdu. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et ça rappelle celui qui disait donc lorsqu'on s'assoit au fond d'un puits pour contempler le ciel, on le verra petit. Petit. Donc il faut sortir de nos puits. C'est une question de perspective. Il faut sortir des puits et contempler oui, la grandeur de du ciel. l'univers. Éducation dit. Éducation dit le professeur, ça suppose des valeurs reçues, des valeurs intégrées et des valeurs à transmettre aux enfants. Oui. Et ça m'amène à vous, maître Momnogui, à poser la question parce que c'est toujours désolant de constater que nous avons eu et que nous avons encore sur le continent des leaders qui signent n'importe quoi comme contrat avec le monde extérieur sans tenir compte de l'intérêt, des intérêts de leur propre. Je prends un exemple, je m'excuse si que le président, l'ancien président Macky Sall ne m'en veuille pas. Quand vous prenez les accords de pêche, par exemple entre le Sénégal et l'Union européenne, accord de pêche que le président Djahafay veut aujourd'hui réviser, mais on peut aussi parler des accords de pêche avec le Libéria, où pour 3 millions d'euros par an, vous laissez de gros chalutiers, de grands navires de pêche pirater vos eaux, et qui fait que les pêcheurs artisanaux n'ont plus de poissons, sauf à aller en mer profonde, c'est pourquoi ils ne sont pas équipés. Alors, on peut se poser la question, comment arrive-t-il que des gens signent des accords pareils? Qu'est-ce qui fait justement que nous prenons parfois des engagements sans tenir compte des intérêts intrinsèques de nos propres peuples? Et ça, ce n'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, l'exemple du Sénégal avec les accords de pêche que les actuelles autorités veulent réviser, par exemple. Mais ma question n'est pas adressée contre qui que ce soit. C'est une question existentielle. Pourquoi nos intellectuels, nos élites en arrivent à compromettre comme ça le bien-être de leur propre peuple à travers des accords asymétriques? Comment on l'explique? Tout d'abord, la question, elle est très grave. La question des flux migratoires, c'est, en tant qu'avocat, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la réalité de cette situation que beaucoup ne voient qu'à distance. C'est ça. Lorsque vous avez des mamans qui voyagent avec des enfants en bas âge, qui décèdent dans la Méditerranée, qui les voient mourir, lorsque vous avez des hommes ou des femmes qui se font violer dans le désert pour pouvoir avoir le droit de passage, lorsque vous avez des individus qui ne peuvent même plus se laver sous une douche, parce qu'ayant vécu la submersion et la noyade dans l'eau, ils sont traumatisés. Jamais. Ils sont traumatisés. Quand vous avez des individus complètement détruits de l'intérieur,
qui n'ont que des sourires de façade parce qu'ils sont enfin arrivés au paradis rêvé qui n'existe pas en réalité. Ce sont des situations très graves qu'il faut prendre avec du sérieux et qui nécessitent un peu de temps. Donc j'espère que j'aurai au moins 5 minutes pour développer ce que j'ai à dire. 5 minutes peut-être pas, mais essayez. Ce que je veux indiquer, c'est qu'il y a de la pauvreté partout sur Terre depuis la nuit des temps. Mais le noir africain est le seul qui, décidément, ne trouve son paradis qu'en venant en Occident. Il faut que nous ayons un constat froid là-dessus. Il y a des noirs en Inde, il y a des pauvres en Inde, il y a des pauvres dans le monde. Vous ne verrez jamais un Asiatique emprunter les mêmes chemins que nous, sans qu'il y ait forcément une guerre, pour venir en terre étrangère. Premier constat. Deuxième constat, ce ne sont pas forcément que les désespérés qui migrent. Non. Il faut savoir que dans cette immigration illégale, il y a des gens qui ont des bonnes situations en Afrique, qui revendent des entreprises, qui abandonnent des emplois de fonctionnaires et de hauts cadres, qui abandonnent des situations stables, juste pour pouvoir venir vivre Qui ont leur master. en Occident. Ça revient à la question du moi intérieur. Quelle vision avons-nous de nous-mêmes? Si lorsque nous regardons l'Afrique, nous la voyons simplement comme un mouroir et jamais comme une terre d'espérance. C'est le problème fondamental. C'est cette vision-là. Tout le reste n'est que façade. L'on parle maintenant des questions des signatures des accords. Oui, parce que le professeur l'a dit, ce que vous dites, Oui. on ne va pas culpabiliser à 100% ceux qui partent. Ils partent parce qu'il n'y a pas d'espoir. J'indique ceci. À la Il y a maison. des gens qui ont des situations stables. Je me répète, quitte à ce que je ne sois pas d'accord avec Oui, il y en a l'ancien sans doute, panéliste. on est d'accord avec. J'en connais personnellement, On est y d'accord. compris dans nos propres Bien familles. sûr, bien sûr. Y compris dans nos connaissances, des gens qui sont prospères en Afrique et qui bazardent de tout pour venir vivre en Europe. C'est vrai. Nous avons un problème que nous devons accepter. Totalement, on est d'accord. Et nous ne totalement pouvons pas reprocher aux autres de ne pas nous respecter. Comment pouvez-vous respecter un peuple qui accepte de quitter sa terre-mère pour pouvoir périr dans la mer, alors même que ses ancêtres se jetaient à la mer pour éviter d'être embarqués comme esclaves? Est-ce que vous imaginez le retournement et la violence de ce que cela représente? On ne peut pas demander aux autres de nous respecter si nous continuons à nous comporter de la sorte. Tout à fait. Et nous devons avoir cette conscience. Je suis ravi d'être sur ce panel pour le dire haut et fort. Totalement C'est une d'accord. voix qu'on n'entend pas assez. On dit simplement sauvons les Africains quand ils arrivent. Pourquoi ils arrivent? C'est parce qu'ils sont pauvres. Les dirigeants travaillent très mal, donnons les opportunités. Mais je dis encore, On est il y en a d'accord. qui ont des opportunités, qui les Absolument. abandonnent pour venir ici. On est d'accord. Parce que c'est ce miroir. Le miroir de l'Occident est tellement fort chez nous qu'on est persuadé que l'Afrique n'est qu'un miroir. Maintenant, sur la question que vous avez posée, la signature des accords. Moi, je suis pragmatique. Étant avocat, je suis également un avocat d'affaires, de droit des investissements, donc je ne peux pas, non pas, dire qu'on aura un développement endogamique. C'est impossible. Il faut accepter également que la réalité africaine aujourd'hui, c'est que la plupart des emplois sont procréés par les multinationales étrangères. Donc, lorsque vous signez un contrat, vous avez la question de votre intérêt, mais vous avez aussi la puissance financière qui est une question importante. Un dirigeant, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il y ait le plus d'emplois possible. Il y a plein d'entreprises qui, effectivement, peut-être ne payent pas assez d'impôts en Afrique parce que ce sont des multinationales, mais on est obligé de travailler avec elles parce qu'elles procurent tellement d'embauches que si vous décidez de les mettre à l'amende fiscale, par exemple, ben, ils vont simplement quitter. Donc, ces réalités font que des fois, de l'extérieur, on a l'impression que le dirigeant aurait pu faire autrement. Il n'aurait peut-être pas dû signer ce contrat parce qu'effectivement, un contrat de pêche prive les Sénégalais d'aller prendre C'est du pas poisson. négligeable comme conséquence. Non, je veux dire ceci. L'autre conséquence, je vais y revenir. La réalité est que l'exercice du pouvoir nous met en face des difficultés qui sont très éloignées de ce que nous pensons quand nous ne sommes pas la réalité du pouvoir. La nécessité d'avoir un peuple qui est embauché. Je vous le conseille. La nécessité d'avoir un peuple salarié. La nécessité parfois de payer des dettes et tout cela. Et ça, je reviens à la question de l'industrialisation aussi. Oui, industrialisons l'Afrique, mais n'oublions pas les conséquences. Les conséquences environnementales, les conséquences socio-culturelles et religieuses, spirituelles. Lorsqu'on détruit toutes les forêts et tous les bois, on ne peut plus faire des rites coutumiers. Il y a aussi le prix à payer Maître, sur le développement économique. permettez qu'on marque une courte pause, qu'on revienne et que vous développiez les points récents. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont avec moi, Maître Momonougui. Vous étiez en train d'aborder la question de l'industrialisation, hein, et avec comme élément de base le respect des impératifs climatiques, etc., etc. Oui, j'étais en train d'indiquer que le modèle de développement tel qu'on le voit, oui, qui est le modèle dominant, hein, on vit dans un monde réel, oui, pas dans un monde abstrait, qui est le modèle occidental, qui est le modèle qu'on a imposé partout, oui, a également des conséquences sur la préexistence ou l'existence de nos sociétés telles qu'elles sont. C'est ça. Lorsque vous allez faire du déboisement, il y a des arbres sacrés, il y a des forêts sacrées, il y a des écosystèmes sacrés, il y a des lacs souvent sacrés. C'est important. Lorsque vous allez chercher le cobalt, vous creusez, vous cherchez de l'or, vous forêts, ben vous détruisez beaucoup de choses qui sont essentielles et vitales à l'existence des populations sur place. Donc le problème en réalité, c'est de pouvoir proposer en tant qu'Africains une solution dans le monde, mais qui soit une solution qui soit adaptée à ce que nous sommes. Que ce soit d'un point de vue du régime politique, de la démocratie, du système politique, de l'éducation, de la vision économique aussi. Oui. Est-ce que forcément nous sommes obligés, par exemple, on nous parle beaucoup, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, du travail des enfants, qu'il ne faut pas que les enfants travaillent. Est-ce que l'enfant qui apprend à travailler avec ses parents très tôt en Afrique, à aller sur les marchés, n'est pas plus réactif après, dans sa vie, plus rapidement autonome quand il commence à avoir des valeurs telles que celles du travail? Est-ce que nous sommes obligés de recopier bêtement tout ce qui a été fait avant? Alors, il faut créer des opportunités en Afrique. Évidemment que s'il n'y a pas d'opportunités, tout le monde va vouloir s'en aller, mais les opportunités doivent être des opportunités aussi adaptées à nos réalités, que ce soit d'un point de vue des salaires, que ce soit d'un point de vue du pouvoir d'achat. Donc, toutes ces questions sont très larges, mais nécessitent simplement à chaque fois d'avoir une vision réelle. Le dernier exemple que je prendrai, c'est celui du Covid. Rapidement. Pendant le Covid, on a dit à tout le monde, confinement, confinement. Il y a des États africains qui ont fait des confinements, d'autres ne l'ont pas fait. Comment on pouvait confiner des gens qui n'ont pas, par exemple, de frigo, avec des problèmes d'électricité des fois qui font qu'ils ne peuvent pas conserver de la nourriture et qui parfois sont obligés d'aller travailler pour nourrir leur famille? Vous voyez que toutes ces solutions qui viennent du monde sont pour la plupart du temps inadaptées à l'Afrique. Oui. Voilà. Et donc, c'est l'importation des modèles, des modèles étrangers. Mais quand voilà, vous avez fini de dire ça, approfondissons la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé d'aujourd'hui, dominé par l'économie libérale, est-ce qu'il est encore possible, c'est la question centrale, et j'espère que c'est encore possible, que l'Afrique réinvente son propre modèle, tout en restant une partie impliquée dans le monde, notamment dans les échanges internationaux? Pour moi, l'Afrique a déjà réinventé son modèle, mais les gens ne se rendent pas compte. La première chose, c'est sur le plan social. Vous savez qu'ici, nous sommes de plus en plus dans l'automatisation du travail. C'est-à-dire ne pas embaucher les salariés pour les remplacer par les machines. Nous, en Afrique, on a encore des femmes de ménage qui gardent des enfants. Ça, c'est très important, ça, parce que c'est un emploi. Nous avons encore des services tels que les réparateurs, comment on appelle, je ne cherche pas le terme, du moins, comment on appelle encore ça, les réparateurs de chaussures. Nous avons encore des petits services comme ça qui existent et qui n'existent pas ici. La réalité, c'est que, et c'est ce que le droit des affaires OHADA a fait, on a essayé de mettre en place des actes uniformes qui tiennent en compte de la réalité du marché africain, notamment avec un statut dit de l'entrepreneur. Comment faire pour prendre toute l'économie libérale qui existe et ne pas forcément la faire rentrer dans le système qui est celui de la surimposition et de la surtaxe pour permettre aux Africains qui ont ces petites économies de pouvoir s'autodéterminer? Je pense qu'il y a des solutions locales qui existent déjà. Il faut simplement que nous les approfondissions sans verser forcément dans le globalisme actuel. Merci, merci maître. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, sauf que là, et ça va être ma question à vous, monsieur Thierry Mouelé II. Ces 30 dernières années, les rapports interindividuels et sociaux se sont tellement monétarisés sur le continent qu'avant, on respectait les gens parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont le savoir, la sagesse. Aujourd'hui, on s'en fout, excusez-moi l'expression, on respecte seulement celui qui a l'argent. L'argent a pris le dessus sur tout. On n'a plus de respect pour nos aînés quand ils ne sont pas riches. Un exemple concret. Dans nos grandes villes, dans nos grands centres urbains, qui ont connu les zones rurales, vous avez des associations de ressortissants de telle région, de tel village. Vous voyez de quoi je parle? Avant, les réunions se faisaient dans la maison du plus ancien
de celui qui est arrivé le premier. Aujourd'hui, elle se fond dans la maison de celui qui a les moyens, qui fait boire la bière et fait manger à la fin de la réunion. Comment on s'en sort? Comment est-ce qu'on résiste à cette captation de nous-mêmes et de nos esprits par l'argent, par le pouvoir de l'argent? Mais malheureusement, la question que vous posez est aussi vieille que le monde. De penser même que le riche n'a pas souvent eu le premier, le dernier mot, même dans l'Afrique ancienne, je pense que c'est un peu utopique. Le riche a toujours été une attraction parce qu'il rend la vie facile à tout le monde. Le sage, oui, parce qu'il a l'expérience et tout, mais lorsque le sage lui-même commence à se fourvoyer en donnant, n'est-ce pas... Pas eux tous. Certains, malheureusement, On va pas généraliser. cela participe de cette notion de ce qu'on appelle le changement, n'est-ce pas, de chaîne, oui, de changement de cosmogonie, de vision du monde, des valeurs. Et tout cela est lié à la greffe. La greffe que nous avons, les deux couches de greffe que nous avons eues, orientale et occidentale, depuis... On s'en sort ou pas? On ne s'en sort pas pour le moment, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre tout à plat. Mais pour cela, il faudrait d'abord reconstituer la société africaine. Je ne dis pas qu'il y a une société africaine idéale, mais il y a des valeurs. Si vous repartez sur l'histoire de l'Afrique, il y a toujours eu des valeurs et puis des constructions politiques très solides qui datent d'époque bien avant l'époque pharaonique, l'époque, n'est-ce pas, du Congo antique. Oui, parlons de maintenant. Mais c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas résoudre les problèmes. Bien sûr, mais on est complètement... On ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui sans savoir qui on est. C'est la question fondamentale de cette émission. Qui sommes-nous? Donc, pour résoudre les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui, avec après ça, quoi, la saturation de l'Occident et de l'Orient, il faut revenir sur ce que nous savons. Et ce que nous savons, il y a des traces. Il y a la Maat qui existe, il y a le Gakaka qui existe, il y a Tei qui existe chez les Camerounais. Il y a autant, n'est-ce pas, de structures morales. Donc ça veut dire la réhabilitation ou la réactivation. La restructuration. Bon, okay, la restructuration morale et valorielle des États africains, des sociétés africaines. Et des structures traditionnelles. C'est de ça qu'il est question. Absolument. Parce que je vous parle du Gakaka. C'est le Gakaka qui a permis de résoudre les problèmes qu'il y aurait eu, n'est-ce pas, au Rwanda après le génocide rwandais en 1994. On connaît l'Ubuntu en Afrique du Sud. Ce sont des structures et la pensée juridique et morale ancestrale africaine qui existent. Parce que le droit ne suffit pas. Il faut la morale derrière le droit. Qui résiste à l'argent et au pouvoir de l'argent. Que quelqu'un ne vienne pas acheter, etc. On peut toujours rêver qu'on peut résister, mais au moins si on a des... C'est utopie. C'est utopique. Depuis l'Égypte ancienne, moi je reviens toujours à ça, il y a le djed. Djed qui est la droiture. Si on enseigne aux enfants, notre génération est perdue. La prochaine, si on ne leur donne pas des structures morales telles que Maat, Djed, Gakaka, Ubuntu, voici les vraies structures morales africaines qu'il faut mettre à l'éducation nationale. Et à ce moment-là, l'éducation nationale doit être conçue, pensée, distribuée, transmise par les Africains eux-mêmes avec... Le mot est lâché. Ben voilà. Et derrière cela, vous voyez que les mots que j'ai utilisés ne sont pas en français. C'est très important. C'est les langues africaines. C'est très important. Nous sommes une génération perdue, venez-vous de dire. Nous sommes une génération perdue. Du point de vue africain. Professeur, il a tellement raison que vous avez aujourd'hui sur le continent des filles qui gagnent plus de l'argent sur TikTok que nos professeurs d'université. C'est un scandale. Nos enseignants, vous avez parlé d'éducation. Vous avez parlé tout à l'heure d'éducation, de la formation. 2 points rapidement, professeur, pour finir cette émission. Vous pensez qu'on peut y arriver aujourd'hui, à la fois sans une prise de conscience de nos dirigeants, sans la réactivation des structures traditionnelles, la réhabilitation des lieux de savoir que sont les personnes âgées, dépositaires du savoir. Est-ce qu'on peut y arriver sans cela? Si on ne peut pas, comment on fait aujourd'hui pour redonner du sens et du pouvoir à nos valeurs traditionnelles? Bien, merci. Écoutez, même si on considère que nous sommes une génération perdue, mais l'espoir est toujours permis. Absolument. Pourquoi? Parce que j'insiste, et tout le monde le dit, l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique.
il appartient aux Africains de se donner les moyens objectifs pour endosser cette responsabilité qui s'impose à cette Afrique-là. Et nous disons et nous répétons, sans rentrer dans les rêves, que les Africains se donnent les moyens objectifs qui sont se donner les moyens de la monnaie. Parce que quand on parle du triangle des souverainetés, le mot souveraineté, il faut le rappeler pour ceux qui ignorent, ça veut dire au-dessus de vous, il n'y a plus personne sauf Dieu. On parle du triangle des souverainetés. C'est quoi? 1, la monnaie, l'argent. 2, la défense et sécurité, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Toute l'Afrique, là. Si on n'a pas ça, puisque les gens sont en train de nous pénétrer au moment où nous sommes en train de dormir. Après, ils vont nous rendre encore esclaves. Triangle des souverainetés, donc la monnaie, la défense et sécurité et le droit positif, c'est-à-dire la Constitution. Bien. La question centrale, c'est de dire comment faire pour avoir la monnaie. Nous disons la monnaie ou sinon l'argent, avant d'être technique, c'est d'abord politique. On va prendre un pays comme la Guadeloupe. Vous quittez ici, Paris, vous allez en Guadeloupe. 9 heures de vol, ou bien 8h30. Vous êtes sur le continent américain. Mais ni la Guadeloupe, ni la Martinique qui est à côté, ni la Guyane française, tout ça, ne peut se permettre de battre monnaie. Parce que ce sont des territoires français. Oui. Donc, quand vous êtes souverain, vous pouvez battre monnaie. Conditionnalité pour mettre les gens au travail. Et c'est comme ça, si les Africains sont unis et ils battent monnaie, ils vont mettre hors d'état de nuit le FMI et la Banque mondiale et tous les autres qui donnent leur dictat aux Africains. Absolument. Ça, c'est le premier point. La deuxième solution, ils vont prendre l'argent là, la monnaie des Africains là, pour industrialiser les économies africaines et combattre avec efficacité qu'on appelle la pauvreté socio-économique négativement dynamique qui ronge l'Afrique. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, même si ça peut déranger certains esprits, c'est de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains et sortir un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain, auquel on donne 6 compétences. Tous les pays africains restent en place. Mais compte tenu de l'urgence, je dis bien, nous sommes dans un cas d'extrême urgence, on voit les envahisseurs qui arrivent. Donc, on dit, nous formons un État fédéral. Vous le décrivez L'État bien dans ce fédéral, livre. on lui donne 6 compétences. 1, puisqu'on forme un même État. Tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, ceux-là, avec eux, on a la frontière. C'est l'État fédéral qui va gérer ça. Deuxièmement, quand vous êtes ici, vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous n'achetez pas 50 timbres, vous achetez un seul timbre. Donc, les PTT sont gérés par l'État fédéral. Troisième compétence, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. La diplomatie, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Quand vous dites, je m'en vais à l'ambassade des États-Unis, vous n'allez pas dans 50 États. Et dans 50 ambassades, vous allez dans une seule ambassade. Donc, la politique étrangère est gérée par l'État fédéral africain. Nous, c'est ce que nous appelons les 6 compétences, non, les 3 compétences naturelles, auxquelles s'ajoute la monnaie unique africaine. Ça fait 4. Qui est au service des Africains. On n'a pas le temps, je ne vais pas développer. Et ça, cette monnaie unique africaine, comme on le voit, le dollar américain, qui sillonne, qui est utilisé par 50 États africains et américains, alors qu'ils ont commencé à 13. Bref, tout comme le yuan, qui est la monnaie unique de la Chine, Bien sûr. utilisée par 1,4 milliard de Chinois. Bref, la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. Les solutions existent. Et la
cinquième compétence, c'est la sécurité, défense, sécurité. Vous attaquez un petit pays qu'on appelle Rhode Island, 1 130 000 km² contre 30 millions de kilomètres carrés pour toute l'Afrique. Si tous les 54 pays africains vont s'attaquer à ce petit pays, militairement, à moins d'un mois, eh bien, tous se seront mis en poussière. Ils seront complètement rayés de la carte géographique du monde. Par qui? Par l'État fédéral américain, par l'armée fédérale américaine, parce que ce petit pays-là fait partie des 50 États américains. Ça veut dire quoi? Si nous tous, nous mettons ensemble, non seulement nous allons avoir la sécurité en Afrique, conditionnalité pour permettre à chaque État de se développer harmonieusement, mais l'Afrique, j'insiste sur, à moyen terme, va même reprendre la direction du monde. Parce que tout ce qu'il faut pour créer les armes les plus puissantes, tout ça, l'uranium, tout ça se trouve en Afrique. Et enfin, la sixième compétence, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique. Oui. Parce que c'est cette solution anthropologique qui sera financée pompeusement pour qu'il y ait véritablement un nouvel Africain. Parce que nous allons financer tout ça. Et l'Afrique va s'asseoir solidement. Et le monde qui a commencé, l'humanité qui a commencé en Afrique, va ressurgir pour donner une nouvelle ère positive, non seulement aux Africains, mais à toute l'humanité. Merci. Voilà. Merci, Et professeur. tant que nous resterons les bras croisés, en train de nous laisser ruiner par ces impérialistes-là, eh bien, malheureusement, l'Afrique risque de ne pas aller ailleurs. Merci. Voilà. Et ces mesures, ces solutions, vous les articulez très clairement dans ce dernier livre que vous venez de sortir. Je les développe Les dedans. solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains. Merci, professeur, d'avoir participé à cet échange. Vous êtes également auteur d'autres livres encore, comme celui-ci, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, aux éditions mondiales. Merci. Professeur, historiographie africaine et archéologie de l'esclavage dans le pharaon inattendu et Le souffle des saisons. Ce sont les deux livres que j'ai de vous, Thierry Mouelé. Optimiste? Oui, il faut dire que malgré, en fait, je ne suis pas généralement pessimiste, je suis généralement réaliste. Donc mon réalisme peut paraître à certains égards comme une forme de pessimisme, mais en réalité non. C'est pour conscientiser, pour donner l'état des lieux de ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou dans le monde. L'Afrique est une partie du monde. Nous ne pourrons pas faire comme, par exemple, a fait Meiji en 1868 au Japon, fermer toutes les frontières, faire sa révolution et ensuite s'ouvrir. Non, nous avons des interconnexions, mais la priorisation de notre vision du monde doit être basée sur ce que nous pensons être les schèmes qui nous permettent de nous en sortir, premièrement, par la connaissance. Oui. La connaissance, la transmission de la connaissance et la sécurisation de nos avoirs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser le développement de l'Afrique sans la question sécuritaire. C'est pour cela qu'il faut développer, je l'ai développé dans ce livre-là, il faut développer des écoles spécialisées en gestion stratégique. Le problème que beaucoup d'États africains pris individuellement ont, c'est la projection stratégique qui est absente. On ne peut pas projeter dans un État il y avait souvent à l'époque les plans quinquennaux pour pouvoir développer des secteurs précis. Aujourd'hui, c'est une question de vision. Absolument. Comment est-ce que nous nous voyons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est très important. C'est une question de vision stratégique. C'est très important. Et on ne peut l'avoir généralement que si on est souverain. Merci. Merci Thierry Mouelé de Maître Momonogi. C'est très important. Alors, sans tomber dans la tentation d'être un optimiste exagéré, les solutions sont là. Les moyens sont là. Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut juste se servir
des leviers, le professeur l'a dit, éducation, c'est très important, éducation, valeurs, transmission des valeurs, connaissance de soi, connaissance tout court, volonté politique, vous avez parlé de monnaie, volonté politique, projection stratégique. Qu'est-ce que vous ajoutez, maître? Je dirais en 3 choses que je suis afro-optimiste. Tout d'abord parce qu'on a de la jeunesse. Oui, La jeunesse n'est pas 60% rien. de la population au moins de 24 ans. Parce que d'un point de vue cosmique, nous sommes dans une nouvelle ère du Verseau. C'est vrai. Et parce que nous avons un rééquilibrage géopolitique comme on n'a jamais eu avant. C'est vrai aussi. Et je voulais terminer en disant à tous les Africains qui nous écoutent ou à tous les diasporas, à tout le monde, qu'un proverbe africain dit que le soleil ne fait pas bouillir la marmite. Donc il nous appartient à nous-mêmes de retrousser nos manches pour bâtir l'Afrique dont nous rêvons, et celle de nos enfants. Merci. On ne peut pas mieux terminer cette émission. Merci à vous toi d'avoir participé à cette émission. Et quant à vous qui avez été si nombreux à notre compagnie, si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Et aux Africains de la diaspora, à un moment où montent les extrêmes, il ne faut ne pas avoir peur. Il faut plutôt résister et apprendre à nos enfants qui sont nés ici, qui sont d'ici. Encore une fois, Lionel Jospin disait, on est originaire du pays de son enfance. Ils sont ici, ils sont citoyens à part entière, qu'ils soient métis, arabes, noirs, juifs, ils sont européens et ils resteront. Ils ne partiront que quand ils voudront, pas quand quelqu'un voudra qu'ils partent. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. NCA, la nouvelle chaîne africaine.